Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Ce week-end avaient lieu les championnats du monde de cyclocross aux États-Unis à Fayetteville, ce qui a permis de terminer la saison qui s'est étendue sur plusieurs mois et qui avait justement commencé aux États-Unis avec les premières manches de la Coupe du Monde et des championnats du monde qui ont notamment vu les victoires de Marianne Vos pour son 8e titre en cyclocross et de Thomas Pidcock pour son tout premier titre dans la discipline après la médaille d'or aux Jeux Olympiques en VTT. On va donc dans ce podcast faire un petit peu le débriefing de toute cette saison, des performances et notamment des championnats du monde, mais aussi des Français et des espoirs qu'il peut y avoir pour les saisons à venir parce qu'il y en a. Pour cela, je suis avec un de nos spécialistes du groupe Eto, Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, et je vais déjà te titiller un petit peu parce que je suis beaucoup plus motivé pour le cyclocross de Gavereux et pour le Cravaten Cross que pour le Tour d'Arabie Saoudite ou des autres courses comme ça la semaine prochaine. Il reste encore un mois de cyclocross, on va en profiter jusqu'au bout. Tu fais bien de préciser que c'est pas fini, il y a ce chevauchement cyclocross-route avec le Tour d'Arabie Saoudite qui a commencé ce mardi. Et on accueille avec grand plaisir un des plus grands spécialistes du cyclocross français, Steve Chenel, qui est notre invité aujourd'hui dans Chasse Patate. Bonjour et bienvenue dans Chasse Patate, Steve. Salut Mathieu, salut Geoffrey, mais moi je suis comme Geoffrey, je suis un peu excité aussi à l'idée de savoir qu'il reste plus 3 semaines de course à faire, donc voilà, mais c'est très gentil de m'inviter sur ce podcast. T'as encore des courses au programme cette saison en cross ? Écoute, ouais, encore 2 week-ends à faire, effectivement, le dernier week-end malheureusement, ou tant mieux pour mon portefeuille, puisque je serai au niveau du commentaire pour le Tour du Haut-Var, sur le Tour des Alpes de Haute-Provence, il me semble, donc 18, 19, 20. Donc le dernier week-end se fera sans moi, mais il reste effectivement ce week-end du côté de Mal-de-Guême et de Lilleux avant d'aller sur Aspergavère et Bruxelles. Et ensuite, ce sera terminé pour la saison 2022. Ouais. Et donc voilà, vous avez le programme de Chasse Patate. Attention au départ, Chasse Patate, c'est parti. Alors déjà pour commencer, parlons un peu de toi Steve, à titre personnel, ça s'est passé comment cette saison ? T'avais notamment terminé 6ème du championnat de France, t'es toujours là, toujours présent avec ton équipe, le Cross Team Legendre, comment ça a été ? Écoute, la saison elle n'a pas été exceptionnelle, mais elle n'a pas été mauvaise du tout. Habituellement, c'est vrai qu'il y a toujours un ou deux petits coups d'éclat où je ressors un résultat de la saison. Mais c'est vrai que cette année, elle a été hyper régulière, que ce soit sur les Coupes de France ou sur sur le Championnat de France. Ma place, en gros, c'est 6e ou 7e. J'ai pas été une seule fois dans le top 5, mais j'ai pas été une seule fois au-delà de la 8e place non plus au niveau français. Et puis les quelques incursions en Coupe du Monde, je me suis vraiment fait plaisir, même s'il n'y a pas eu vraiment de bons résultats, puisque j'ai pas été chercher une seule fois les minima pour aller chercher un top 20 et éventuellement participer au championnat du monde. Maintenant, c'était un petit peu voulu d'essayer d'être présent tout au long de l'année. Et l'âge avançant, les responsabilités également au sein du cross team où j'essaye d'être le capitaine de route, j'ai envie de dire, avec les gamins, font que j'ai pas eu cette petite étincelle qui me permettait de monter sur le podium. Mais j'espère que ce sera partie remise l'année prochaine. Et comment ça se passe justement avec les jeunes que tu fais venir au sein de ton équipe ? Il y en a plusieurs qui sont arrivés récemment, notamment Loris Roulier, Antoine Benoît. Écoute, ça se passe très très bien. C'est vrai que on a vraiment un bon groupe de jeunes avec des personnalités qui sont toutes différentes l'une de l'autre. On a des coureurs qui sont techniques, on a d'autres, c'est des gros moteurs, des gros physiques comme on dit. Chacun a son caractère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au sein du Cross Team Legendre, on a cette envie de performer déjà dans un premier temps au niveau national, de faire partie vraiment des meilleurs. Et ensuite, l'idée serait d'aller chercher les meilleurs résultats au niveau international et de progresser petit à petit pour aller chercher pourquoi pas un titre de champion du monde. Donc il y a beaucoup de travail. Après, je suis très très bien entouré. Heureusement d'ailleurs que je suis pas tout seul sur le bateau, comme on dit, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, beaucoup de boulot. Mais je suis vraiment entouré de fort belle manière avec Rodolphe Beyer, qui est le manager de l'équipe, avec Hervé Gebel, John Gadret, Nicolas Hayes, Loïc Bondo. Enfin bref, toute
toute cette équipe, même ma copine hein, qui passe tous ses week-ends à nous accompagner pour nous mettre dans les meilleures conditions. Ouais. Bon, bah ça fait pas mal de choses à faire encore, puis on est un petit peu au début encore du Cross Team Legend, ça fait quelques années que tu avais monté l'équipe. Il y a de quoi faire avec tous ces coureurs, tous ces jeunes. Exactement. Ouais, non, non, il y a de quoi faire. Après, c'est vrai qu'au tout début de l'histoire, euh, honnêtement, si on m'avait dit qu'au bout de 5 ans, on serait un effectif de 13-14 coureurs avec un sponsor titre comme le Gendre qui nous accompagne et avec lequel on peut construire, j'y aurais pas vraiment cru, mais d'année en année, voilà, ça match, comme je dis. Et puis, on peut se vanter d'avoir eu un titre européen avec Michael Crispin il y a quelques années. On a eu des titres de champion de France. Et l'idée maintenant, c'est d'aller chercher un titre de champion du monde. Eh ben, on verra ça, on suivra ça sur les années à venir. On va se concentrer à présent sur ce qui s'est passé cette saison, sur les principales courses mondiales, notamment la Coupe du Monde, le Championnat du Monde qui avait eu lieu le week-end dernier. Déjà, pour parler des hommes, on a eu une saison un petit peu particulière par rapport à ce qu'il y avait eu précédemment. Wout van Aert n'a pas été très présent un petit peu décembre-janvier, mais il a alterné entre les stages sur route et des présences en cyclocross. Mathieu Van Der Poel n'a été présent qu'une seule fois et a fini par laisser tomber la saison de cyclocross à cause de mal de dos. Au final, on a 7 coureurs différents qui ont gagné en Coupe du Monde. Elie Zerbit, Quinten Hermans, Toon Aerts, Lars van der Haar, Wout van Aert, Tom Pidcock et Michael Van Torenhout. C'est la première fois que ça arrive en Coupe du Monde qu'il y ait autant de vainqueurs différents. Comment ça peut s'expliquer selon toi, Steve ? Bah, écoute, déjà, le niveau est très, 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 est très, très homogène, mis à part, effectivement, pour moi, on va dire les deux extraterrestres que sont Van Aert et Van Der Poel. Quand ils sont là, honnêtement, c'est compliqué de les battre et c'est vrai que ça a peut-être fait du bien ou du mal pour la discipline. On pourra avoir l'avis de Geoffrey également, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ils sont pas là, il y a 5 à 7 coureurs qui sont capables de gagner les Coupes du Monde et ça s'est vérifié cette année. Maintenant, il y a aussi un phénomène qui a été exclusif cette année, c'est que c'était la première fois qu'il y avait aussi autant de Coupes du Monde durant l'hiver. Habituellement, on était sur un format de 7 à 9 courses, j'ai envie de dire. Là, on a quasiment doublé le nombre d'épreuves. Donc, mine de rien, la saison est longue et il y a ceux qui ont fait un gros début de saison, il y a ceux qui étaient un peu mieux en milieu de saison, il y a ceux qui ont fait une grosse fin de saison. Donc, moi, le regard que j'ai, c'est que le niveau, honnêtement, ça fait 20 ans que je suis quand même sur le circuit. C'est, voilà, comme j'ai dit, j'ai fait mon premier championnat du monde en 2000. Mais là, cette année, ça roule vraiment vite. Pour moi, il y a au moins 30 coureurs qui peuvent rentrer dans le top 10 des Coupes du Monde. Donc, il faut être hyper pro. C'est devenu une vraie spécialité. Et je te dis, mis à part Van Aert et Van Der Poel, pour moi, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de coureurs qui peuvent faire de belles performances. Ouais. En gros, ça s'est extrêmement homogénéisé par le haut du panier, quoi. Exactement. Voilà. Après, il y a effectivement, il y en a 2-3 qui sortent du lot derrière la doublette, hein, Van Aert, Van Der Poel avec Iserbyt, avec Toon Aerts, avec Quinten Hermans, avec Pidcock. Il y en a beaucoup qui mettent Pidcock dans ce trio, mais pour moi, voilà, il est champion du monde, mais il est quand même un cran en dessous. Et après, il y a des coureurs qui vont, je pense, dans les années futures, remporter des Coupes du Monde. Je pense à Kevin Kuhn, par exemple, qui fait preuve de grande régularité. Je pense à des coureurs qui vont monter des espoirs chez les élites. Ryan Camp, Pim Ronard, qu'on a vu à Besançon, aller chercher un podium. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que maintenant, pour rentrer dans le top 10 d'une Coupe du Monde, il faudra être un vrai spécialiste, il faudra faire aucune erreur technique, il faudra être un vrai technicien, il faudra être physiquement à 100%. Et puis, voilà, il faudra bien gérer sa préparation. Hein. Alors, tu parlais justement de Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, avec la question que tu te poses un petit peu, est-ce qu'ils ont fait plus de bien ou de mal à la discipline ? Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça ? Quand on pense à Van Aert et Van Der Poel et ce qu'ils ont fait sur le cyclocross, j'ai toujours en tête la retraite de Sven Nys et je me suis dit, le cyclocross, ça va être ouvert dans les années à venir. Quand je repense à la domination de Sven Nys, mais il a été dominant pendant deux décennies, mais des Kevin Powell, des Nils Albert, des Zdenek Stibar, ils gagnaient très très souvent. Et là, au final, on a des Iserbyt et des Toon Aerts qui sont un peu au-dessus sur l'ensemble, mais il y a plein de mecs qui gagnent à côté. Les Quinten Hermans sont capables de gagner des Coupes du Monde et Michael Van Torenhout sont capables de gagner en Coupe du Monde. Et on a eu 2 mecs qui ont été tellement au-dessus, mais ils sont sur une autre planète autour du vélo en général, quoi. Tu sais que j'aime bien ressortir des stats originales. Là, c'est une date un peu originale, janvier 2017. Tu sais ce qui s'était passé en janvier 2017 pour la dernière fois ? Mathieu Van Der Poel qui perd 2 cyclocross consécutifs auxquels il participe.
C'est arrivé cette année, il en a fait 2, il les a pas gagnés, c'était pas arrivé depuis janvier 2017. Donc maintenant, tu nous dis, on a eu 7 vainqueurs différents en Coupe du Monde, comment ça s'explique? Bah déjà, il y a ça. Exact. Ah non, c'est. Et si on prend 2016-2017, bah, on avait un Van Aert qui écrasait tout presque à ce moment-là, où les deux qui se partageaient la course. Et, enfin, les deux ils sont sur un autre monde, quoi. Et c'est pas pour rien qu'on les retrouve parmi les plus forts sur le cyclisme sur route, parce que c'est pas juste 2 cyclocrossmen de génie, c'est juste 2 cyclistes d'une qualité exceptionnelle. Et j'ai presque envie de dire, il en faisait chez les espoirs. Imaginez qu'Alaphilippe ait continué le cyclocross avec ces deux-là. Qu'est-ce que ça aurait donné? Non, c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi, Geoffrey, hein. C'est vrai que c'est deux coureurs qui font énormément de bien à la discipline parce que justement, ils montrent que c'est possible de faire du cyclocross et de la route à très très haut niveau, mais ça reste quand même deux phénomènes qui brouillent un petit peu toutes les cartes parce que bah forcément, tout le monde se dit qu'en espoir, il faut déjà être champion du monde, hein, un petit peu à l'image d'un Bernal ou d'un Pogacar qui gagne le Tour de France. On se dit qu'à 22 ans, il faut absolument déjà être champion du monde de cyclocross. Mais c'est clair que c'est deux gros phénomènes. Et effectivement, si on avait eu Sagan, Alaphilippe qui avait continué le cyclocross, bah peut-être qu'il y aura encore des sacrées bagarres. Ouais. Et après aussi, ça permet justement de mettre un peu plus en lumière le cyclocross avec ces deux phénomènes ultra médiatisés. Heureusement qu'ils sont là, hein, concrètement, c'est sûr, avec tout le respect que j'ai pour Elise Herbit ou Toon Aerts, voilà, qui déplacent quand même un petit peu de monde en Belgique, mais quand il y a Van Der Poel et Van Aert au départ, voilà, on pète les audiences, il y a beaucoup plus de public. De toute façon, à l'image de Sven Nys, hein, Sven Nys, c'est vrai qu'il a été l'un des précurseurs de ceux qui venaient, les vrais supporters, c'était les supporters de Sven Nys, ils venaient avec 7-8 bus de personnes qui venaient le voir que lui, c'est une véritable légende du cyclocross. Et désormais, on peut dire que quand Van Aert et Van Der Poel sont au départ d'un cyclocross, ça attire du monde, ça attire les connaisseurs, ça attire les fans de vélo, pas les fans que de cyclocross, justement. Et ouais, pour moi, ils font un bien fou à la discipline, même si bah, quand on est athlète comme Iserbit, comme Toon Aert, comme Pidcock, comme moi, quand ils sont là, bah, on sait qu'on va prendre, une petite volée quand même. Et puis, un de leurs apports aussi, c'est la médiatisation. Il y a 10 ans, le cyclocross à la télé en France, c'était championnat du monde, championnat de France et rideau. Il y a les dernières années de Sven Nys ou de Stibard dans le cyclocross, je me souviens, je les regardais à la télé flamande parce qu'il n'y avait pas de diffusion en France. Et je pense qu'ils sont aussi pour la diffusion plus internationale parce qu'on les connaît pour tous les extras, pour ce qu'ils font sur la route. Mathieu Van Der Poel pour en plus l'histoire avec Raymond Poulidor, quoi. Je veux dire, il gagnait des courses chez les juniors. En France, on le mettait déjà en avant parce que c'était le petit-fils de Poulidor. Et tout ça, ça a participé à médiatiser la discipline dans les pays autres que la Flandre et les Pays-Bas. Et après, justement, pour cette saison, on avait donc le mondial sans Van Aert et Van Der Poel. Au final, c'est Thomas Pidcock qui a gagné, qui a survolé la course. Il est parti assez vite tout seul devant. Est-ce que pour les autres, les Iserbit, les Van der Aar, les Van Torenhout, les Toon Aerts, est-ce que c'est pas un peu la chance d'une carrière qui est passée, d'être champion du monde? Bah, ce qui est certain, c'est que si Van Aert avait été là cette année, avec tout le respect que j'ai pour Pidcock, il aurait pris une volée parce que le parcours était vraiment taillé pour les caractéristiques de Van Aert. On sait que l'année prochaine, le circuit de Hoogeride, c'est un petit peu le jardin, le fief de Mathieu Van Der Poel. Donc, si il récupère bien de son dos et s'il décide de revenir correctement dans le cyclocross, voilà, on risque d'avoir encore un duel. Après, en 2024, on sera du côté de Tabor. C'est là où Van Der Poel a été chercher son premier titre mondial. Et puis en 2025, c'est Liévin. Et voilà, d'ici là, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Mais ce qui est certain, c'est que c'était une chance inouïe que Jumbo-Visma n'ait pas envie d'aller chercher un titre mondial. C'est une chance inouïe. C'est terrible à dire que Van Der Poel soit blessé. Parce qu'effectivement, je pense que sur les 3, 4, à 7 prochaines années, pour l'instant, il n'y a pas de nouveau Pidcock, il n'y a pas de nouveau Van Aert, il n'y a pas de nouveau Van Der Poel qui sort de chez les juniors. Donc, évidemment que ce mondial à Fayetteville, c'était une occasion unique peut-être pour les Toon Aerts d'aller chercher un titre mondial. Après, ils sont comme tout le monde, ils peuvent progresser, ils peuvent tomber sur un circuit qui leur convient parfaitement. Mais la stat de Geoffrey, elle est assez énorme sur le fait que Van Der Poel n'a jamais perdu de cross d'affilée. Enfin, s'ils se décident de faire 30 crosses, ça veut dire qu'ils vont en gagner au moins 15. Donc voilà, je te laisse faire les comptes, il en reste plus beaucoup pour les autres. Hein. C'est compliqué de se tailler la part du lion à côté de ces deux géants. Après,
par rapport à ceux qui progressent un petit peu derrière Van Aert, Van Der Poel, qui est-ce qui s'est vraiment mis en avant sur cette saison pour toi, Steve? Clairement, Elise Orbit a franchi un cap, hein. Il a fait preuve de régularité. Il a été bon sur des parcours où on ne l'attendait pas. Il est quand même assez petit en taille et c'est vrai que voilà, malgré tout, ça a son importance sur des parcours où il faut beaucoup de motricité à l'arrière. Quand il est face à un Toon Aert dans la boue, c'est sûr que on va dire les 20 cm d'écart font par moment la différence. Après, je pense qu'un Michael Van Toerenhout, c'est un garçon qui progresse régulièrement aussi, qui fait pas trop de bruit, qui est un petit peu moins médiatique, on va dire, qu'un Iserbyt ou qu'un Toon Aert. Je pense pour moi qu'il y a une belle progression. Mais après, moi, j'aime bien regarder un petit peu derrière. Et pour moi, des joueurs comme Kevin Kuhn, par exemple. Kevin Kuhn a fait une grosse saison. Il a été très régulier. Il est très bon. Et puis surtout, Quinton Hermans, qui a fait une grosse saison route avec la formation Intermarché Wanty Gobert. Il a toujours été un petit cran derrière les purs spécialistes. Il était toujours justement au niveau des Kevin Kuhn, par exemple, voire un petit peu mieux. Et là, il a été chercher une Coupe du Monde à Fayetteville. Il a été régulièrement sur les podiums. Et la saison route lui a fait beaucoup de bien. Donc, attention à Quinton Hermans dans les années futures aussi, même si il est un petit peu moins jeune qu'un Kuhn et qu'un Iserbyt, par exemple. Quinton Hermans qui n'était pas au championnat du monde d'ailleurs, parce qu'il avait été testé positif juste après la Coupe du Monde de Hoogerheide, il me semble. Du coup, il n'avait pas eu la possibilité de prendre l'avion vers les États-Unis. Et aussi, sa formation de cyclocross Tormans fait un petit peu l'actualité actuellement, puisque Tormans a coupé son partenariat avec Intermarché Wanty Gobert. Donc on verra, apparemment ça parle peut-être d'un partenariat avec l'équipe Quick-Step pour la saison prochaine. Donc à voir si ça permettra peut-être, qui sait, à Julien Lafilippe de se remettre un petit peu au cyclocross, on ne sait pas. Ou à Zdenek Stibar de revenir effectivement, de faire une pige, à Julien pourquoi pas de s'essayer. Bon, en tout cas, ouais, j'ai vu ça également sur les réseaux cet après-midi. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre parce que c'est vrai que dès le début, il y avait un vrai sponsor et un dénominateur commun avec cette équipe. Mais voilà, Intermarché est dans le World Tour maintenant et c'est vrai que ça doit être compliqué d'être présent 12 mois sur 12 et de mettre du staff aussi l'hiver en cyclocross. Donc, s'il y a rapprochement avec Quick-Step, tant mieux, ça va faire aussi du bien à la discipline. Ouais. Et d'ailleurs, c'était l'une des deux équipes professionnelles, World Tour et Pro Team, avec Alpecin Phoenix, à partager entre la route et le cyclocross, hein, d'ailleurs, pour la précision. Après, on a un coureur aussi qui s'est un petit peu remis en lumière cette saison avec sa victoire sur le championnat d'Europe, c'est Lars van der Haar. Est-ce que tu l'attendais à revenir à ce niveau, alors qu'il était un petit peu moins en vue les saisons précédentes, peut-être ? Oui, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ce qu'il aille chercher un titre international, voire même une médaille au championnat du monde du côté de Fayetteville. Il a eu un petit passage à vide, hein, c'est vrai, hein, depuis, on va dire depuis 2 saisons surtout. Mais voilà, c'est un coureur expérimenté qui commence à avoir un peu de bouteille aussi, qui a des qualités faites pour le cyclocross. C'est vrai que lui, un petit peu à l'image d'un Sven Nys, hein, qui a essayé sur la route pendant 2-3 saisons de voir ce qu'il était capable de faire. On peut rappeler que Van der Haar, il a été pro chez Giant et que la route ne lui a pas fait plus de bien que ça pour performer l'hiver. Désormais, il est chez Trek Baloise et ça lui va très bien. Donc voilà, ça a été une belle saison pour lui. Je ne l'aurais pas forcément mis aussi bien que ça, mais finalement, c'est pas surprenant. Et donc au final, si on devait dire le coureur qui a été le plus fort sur la saison, qui est-ce que ça pourrait être? Parce qu'il y a eu Elise Herbit qui a été présente tout le long, il y a eu Wout van Aert qui a fait un petit bout de saison, qui a tout dominé, il y a Thomas Pidcock qui va chercher le titre de champion du monde. Clairement, pour moi, le numéro 1 cet hiver, c'est quand même Wout van Aert. Hein. Il a perdu un seul cyclocross. Faut voir avec quelle facilité il a remporté quand même tous les cyclocross à laquelle il a pris part. Quand il fait 4 à Ulst, bon voilà, il a son problème mécanique, il vient terminer 4e, il a été énorme. Après, voilà, pour moi, c'est lui le numéro 1 de cet hiver. Mais encore une fois, une saison ne se résume pas à 8 ou 9 cyclocross. Pour moi, le numéro 1 mondial, c'est vraiment Elise Orbit. C'est le classement qui reflète la valeur. Donc, pour moi, le crossman numéro 1 de l'hiver, ça reste Iserbyt quand même. Je suis d'accord, surtout avec la manière dont tu as formulé la question. Mathieu, tu as demandé qui a été le meilleur crossman cette saison. Le meilleur crossman cette saison, c'est Iserbyt. Clairement, il a été numéro 1 du début à la fin ou presque. Il s'est installé vraiment comme Cador dans ce qui restait, alors que la place de numéro 1 derrière les quelques monstres, c'était plus ou moins fixé sur Toon Aert jusqu'à l'année dernière.
Maintenant, si on me demande quel est le meilleur cyclocrossman du monde, effectivement, je suis sur le vide de Van Aert, parce qu'il a tout gagné. La seule qui perd à Hulst, mais c'est dans des conditions extrêmes. Je veux dire, le souci qu'il a, le temps qu'il met à repartir, il repart dans le trafic sur un circuit où il y avait beaucoup d'endroits où c'était pas possible de doubler, alors que toutes les autres, il s'est pas contenté de les gagner, quoi. Je veux dire, on n'a pas eu souvent des courses qui sont à jouer au sprint et Van Aert qui bat les autres d'une ou deux secondes, quoi. Ouais, c'était souvent des 40 secondes, 1 minute 20 d'avance, assez large pour Wout van Aert. Ouais, non, c'était énorme, hein. Je pense qu'on a tous aussi les images de Dendermonde et de son duel malgré tout avec Mathieu Van Der Poel qui était à ce moment-là quelque peu diminué. Mais voilà, peu importe le parcours, que ce soit sur un terrain lourd ou sur un circuit roulant, il a été énormissime. Et oui, c'est vrai que ta question était très bien posée, hein. Le crossman de l'année, c'est Iserbyt, mais le meilleur crossman du monde, c'est Wout van Aert, effectivement. Et du côté des Français, on en reparlera après, mais on a vu Joshua Dubos qui s'est montré un petit peu, a fait des top 10. On a Clément Venturini qui a fini sa saison de cyclocross, puisque c'est pas encore fini, avec un 5e place sur le championnat du monde. On en reparlera après. On va d'abord passer à la partie cyclisme féminin, les manches féminines. Là aussi, on a eu beaucoup de vainqueurs différentes, 6 contre 7 chez les hommes, avec, pour les donner toutes en Coupe du Monde en tout cas, Marianne Vos, Lucinda Brandt, Denise Betsema, Cata Blancavas, Anne-Marie Worst et Fem Van Empel, ce qui fait donc 6. Lucinda Brandt, à nouveau la plus forte, en tout cas la plus régulière, vainqueur de la Coupe du Monde. Cette fois-ci, elle a été battue, alors qu'elle avait gagné le championnat du monde l'année dernière, avec Marianne Vos qui fait son grand retour, entre guillemets. C'est comme ça qu'on peut le dire, Steve, le grand retour de Marianne Vos? Oui, on peut appeler ça le grand retour. Après, je pense que Marianne Vos a eu quand même des années très très compliquées. Voilà, on sait qu'elle a été en déprime, elle a eu besoin de se reposer, de réfléchir au pourquoi elle continuait le vélo. Et oui, mais contrairement à Lucinda Brandt, elle a fait beaucoup moins de courses et elle avait besoin de cibler beaucoup plus ses objectifs. Sur le talent pur, pour moi, elles se valent les deux. Mais c'est sûr qu'elle courra l'année prochaine avec le mode champion du monde. Quand elles ont été ensemble au départ, il y a en face-to-face, il y a 6 victoires contre 3 victoires du côté de Lucinda Brandt. Lorsqu'elles se sont retrouvées les 9 fois ensemble, il y a 6 victoires pour Vos, 3 pour Brandt. Donc, Marianne Vos, un petit peu comme la question précédente, c'est peut-être celle qui a marqué l'hiver. Mais pour moi, la meilleure cyclocrosswoman de la saison, c'est Lucinda Brandt. Elle a gagné la Coupe du Monde, elle a gagné le X2O Bad Kamers, elle est en tête de tous les classements, elle fait preuve d'une régularité incroyable. Son seul petit défaut, c'est peut-être de trop courir. Et malheureusement, pour elle, elle est tombée sur une Marianne Vos plus fraîche, plus juteuse, qui a une force incroyable, c'est d'aller vite au sprint. Donc elle l'a tréflé à Fayetteville de fort belle manière d'ailleurs. Et justement, le parcours de Fayetteville, il convenait plus à Marianne Vos qu'à Lucinda Brandt? Il convenait aux deux. Après, le fait que ce soit des conditions très sèches et qu'il fasse beau, c'était, on va dire, un léger avantage à Marianne Vos. Mais la partie physique, la longue montée pouvait parfaitement correspondre à Lucinda Brandt. Maintenant, voilà, quand on regarde la course, Lucinda Brandt a un petit peu fait n'importe quoi, même si j'adore les coureurs qui ont du panache et qui sont pas des ramiers comme on dit dans le jargon, mais voilà, pour moi, elle n'a pas couru pour déstabiliser Marianne Vos, elle a couru en pensant qu'elle était une dent au-dessus et elle s'est fait avoir. Après, chapeau Marianne Vos, elle a beaucoup d'expérience, elle ne fait jamais d'erreur tactique, elle est toujours là physiquement, elle a ce punch. Donc voilà, c'était d'ailleurs un très beau championnat du monde du côté des filles. Ouais. Oui, puis on avait quelques images marquantes avec ces séances quasi de surplace entre Lucinda Brandt et Marianne Vos, à savoir essayer de faire passer l'autre devant, parce que ça joue beaucoup, et notamment sur le dernier tour avant le sprint final. Geoffrey, Marianne Vos, elle a marqué une bonne partie du début du 21e siècle en cyclocross, et pas que, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça te fait, ce retour de Marianne Vos? Tu sais que sur Marianne Vos, c'est un des sujets sur lesquels je vais avoir du mal à être objectif, tellement j'adore.
j'adore depuis qu'elle est passée pro, depuis le milieu des années 2000 et que je suivis et que j'ai cru que ça allait se terminer sur des moments difficiles au milieu de la dernière décennie et de la voir revenir et de faire la saison qu'elle a fait sur route et en cyclocross. Parce qu'elle fait une demi-saison de cyclocross, parce qu'elle fait aussi une saison sur route et elle a retrouvé des très grands succès sur la route, avec Game notamment. Enfin, elle a retrouvé un excellent niveau. Je sais plus qui évoquait au championnat du monde, on a l'impression qu'elle a 40 ans, mais elle en a que 34 au final. C'est juste qu'elle a tellement tout gagné depuis très très jeune. Et enfin, elle a que 3 ans de plus que Lucinda Brandt, quoi. C'est assez impressionnant et j'ai sauté de ma chaise quand elle a gagné le sprint à l'arrivée. J'étais tellement content de l'avoir retrouvé un maillot arc-en-ciel 8 ans après. Enfin voilà, quoi, c'est tout cumulé, toute discipline cumulée, que ce soit la route, la piste, le cyclocross. Sans compter les titres olympiques, elle a quand même à 13 maillots arc-en-ciel, hein, et des titres olympiques en plus sur la route et sur la piste. Enfin, elle n'a pas juste pas de titre olympique en cyclocross parce que c'est pas olympique, sinon on n'en aurait rien forcément à un moment ou à un autre. Maintenant, Lucinda Brandt a été très très forte sur la saison. Comme Steve l'a dit, plus que le circuit, c'est la météo qui n'a pas porté en sa faveur. Il y aurait eu de la boue, elle aurait été avec son style pas du tout en subtilité, à bourriner à fond jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la roue et elle aurait gagné, à mon avis, sans problème, Lucinda Brandt, s'il y avait eu les mêmes conditions météo que la Coupe du Monde à Fayetteville en octobre. Sur cette météo-là, ça me semblait compliqué de pouvoir distancer Marianne Vos, qui ensuite n'avait plus qu'à gérer tactiquement parfaitement dans le final. C'est justement peut-être un peu son défaut à Lucinda Brandt, de moins s'être dans la technique et plus à savoir bien bourriner, entre guillemets. Bah, quand t'es le plus fort physiquement, t'as pas besoin d'avoir de tactique, quoi. Annemiek van Vleuten, elle a montré ça pendant 10 ans sur la route. Lucinda Brandt, elle a montré ça cette année et l'année dernière en cyclocross. À partir du moment où on est suffisamment fort, mais ça veut dire qu'on sait aussi se préparer pour être suffisamment fort et être une jambe au-dessus des autres, on appuie fort sur les pédales au moment où il faut, et ça peut suffire à faire la différence. Et pour Lucinda Brandt, ça suffit à faire la différence très très souvent cette saison. Maintenant, j'ai vraiment hâte de la saison prochaine en cyclocross, de voir Marianne Vos de retour avec un maillot arc-en-ciel, quelle présence elle aura ou pas. Lucinda Brandt revancharde, qui va nécessairement apprendre un peu de son erreur face à Marianne Vos là. Et la jeune garde néerlandaise qui arrive, parce que tu as cité toutes les jeunes qui ont gagné des manches de Coupe du Monde, pas oublier Puck Pieterse, qui a été sacrée championne du monde chez les espoirs, pas oublier Blanca Was, qui arrive aussi, pas oublier les Françaises, on en reparlera un peu aussi, mais enfin, on a tellement de jeunes coureuses qui arrivent, le plateau espoir féminin est d'un niveau vraiment énorme. Je pense que le fait qu'au côté féminin, il n'y ait pas un plateau suffisamment large, au final, ça aide les espoirs parce qu'elles courent en permanence avec les élites, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Donc, je pense que ça aide à ce que certaines jeunes coureuses se développent bien. Après, on a un vivier monumental côté néerlandais. Donc, on le ferait sur le classement mondial. On pourrait mettre 50 partantes, dont 20 néerlandaises au championnat du monde. Enfin, cela dit, on ferait pareil avec les Belges chez les hommes. Mais... Justement, par rapport aux jeunes, Geoffrey, t'en parles un petit peu, il y a pas mal de jeunes qui sont arrivés cette saison. T'as parlé de Puck Peters, championne du monde espoir. Parmi celles qui ont 19 ans, on a aussi Fem van Empel et Sherin van Oudroy. On signalera également parmi les jeunes Inge van der Heyden qui a 20 ans et Kata Blancavas qui a 20 ans. Inge van der Heyden qui a 22 ans, je crois que je me suis trompé. Steve, est-ce que on peut dire que les jeunes ont débarqué en force cette année chez les dames? On avait dit un petit peu chez les hommes qu'il y a eu une homogénéisation par le haut. Là, ça s'est beaucoup resserré avec cette émergence d'une grande et jeune génération. Oui, c'est vrai que la jeune génération, elle pousse, elle est très technique. Il parlait de Geoffrey de Blancavas, entre autres, mais c'est vrai qu'au niveau des Hollandais, alors j'ai vu un article passer récemment où justement la fédération développait un maximum de rendez-vous les mercredis pour faire découvrir la discipline, et c'est dans ces rendez-vous du mercredi qu'on a découvert voilà, des filles comme Peters, comme Van Empel par exemple, ou autres Sherin Van Oudroy, et qui sont désormais dans des équipes spécialisées à 19 ou 20 ans, hein, que ce soit chez Alpecin Phoenix ou chez Trek Baloise ou chez Powells. C'est vrai que c'est assez incroyable déjà le niveau technique qu'elles ont. Pour moi, elles sont vraiment très très fortes. Elles ont beaucoup de jus. Elles ont la capacité de jouer les premiers rôles et de battre les Lucinda Brandt, Marianne Vos
voilà, Anne-Marie Worst ou encore Denise Petzema. Enfin, vraiment, elles ne font aucun complexe. Alors, je trouve ça génial, mais c'est pas surprenant. Je me rappelle que Marianne Vos, en 2006, par exemple, lorsqu'elle est arrivée du côté de Zeda, mais elle bousculait les expérimentés, le Boucher et Kupfernagle, par exemple. On sait que chez les filles, voilà, lorsqu'on a du talent, lorsqu'on s'entraîne sérieusement et lorsqu'en plus on a ce bagage technique, on peut jouer les premiers rôles. Donc, je trouve ça génial. Je trouve ça génial que la jeune génération s'intéresse au cyclocross. Et pour moi, la future très, très, très grande, voilà, effectivement, une fille comme Puck Peters, voilà, pour moi, c'est l'avenir, hein. Elle va certainement marquer de son empreinte la prochaine décennie parce elle a un bagage technique qui est incroyable. Elle a une petite frimousse, elle n'est encore pas du tout développée en tant que femme. On sent elle ne peut que progresser. Donc, c'est sûr que Lucinda Brandt, elle qui a 30 ans, va avoir un petit peu plus de mal à progresser, contrairement à Peters, Van Empel et Van Androoy, ça c'est sûr. Et Puck Peters, tu parlais notamment de tout ce côté technique. Puck Peters qui fait partie des rares femmes à passer les planches à vélo. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les hommes et assez peu encore chez les dames. Est-ce que aussi justement, comme disait Geoffrey, le fait qu'il y ait très peu de courses réservées aux espoirs femmes, que du coup, à passer la catégorie junior, elles se retrouvent parmi les élites, est-ce que ça joue dans leur développement plus rapide peut-être ? Oui, ça joue un petit peu, c'est évident, hein. On gagne 1 ou 2 années. Après, c'est un vaste débat de savoir si ce serait pas pareil de le faire chez les garçons, chez les hommes. On a vu d'ailleurs cette année, hein, que sur l'ensemble des Coupes du Monde où il n'y avait pas d'épreuve espoir, les espoirs pouvaient jouer avec les meilleurs, que ce soit Renard, Camp par exemple, hein. Mais après, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi, hein, à l'instar d'un Thibaut Nice par exemple, ou un Joran Visser qui n'ont pas été chercher une seule fois une belle performance, au contraire aussi d'un Niels Van de Put. Mais c'est sûr que chez les filles, le fait qu'il n'y ait pas forcément de course espoir sur les classements annexes comme les Etias Cross ou les X2O Badkamers, forcément font que les filles sont tirées vers le haut et sont aspirées, j'ai envie de dire, par les Betsema, Worst et Lucinda Brand, c'est une évidence. Par contre, il y a de la casse. Il y a beaucoup de filles qui sont peut-être aussi dégoûtées, qui préféreraient courir dans la catégorie espoir. Et notamment, je pense à une concurrente comme Amandine Fouquenet, côté français, qui va chercher une très, 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 très belle 5e place au championnat du monde à Fayetteville. Mais de là à faire top 5 en Coupe du Monde, c'est encore pas dans ses cordes. Donc, effectivement, je pense que cette catégorie espoir, il ne faut pas la mettre de côté. Et les phénomènes Van Empel, Puck Peters et voilà, et autres concurrentes hollandaises font du bien au cyclocross parce que ça amène un vent de fraîcheur, mais elles ne sont pas toutes seules, il y en a d'autres derrière. Donc en gros, c'est important d'avoir ces courses pour les espoirs femmes, tout en laissant la possibilité à celles qui sont déjà extrêmement fortes d'être surclassées, de courir avec les élites. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas si c'est le meilleur des avis, mais effectivement, je pense que la catégorie espoir, elle est peut-être un peu longue. Peut-être que 4 ans, voilà, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir cette phase de transition. On parle souvent de développement physique, de maturité. Je parlais tout à l'heure de la frimousse de Puck Peters. Voilà, elle a un visage d'enfant et je pense qu'elle voilà, elle est encore pas formée, la gamine. Donc, je pense qu'il faut la laisser, il faut la protéger. Et cette catégorie espoir, pour moi, c'est une marche supplémentaire au très haut niveau. Et le fait d'y aller comme ça, par parcimonie, fait que voilà, elle va progresser petit à petit et ne sera pas cramée à 25 ou 27 ans. Et après aussi, chez les femmes, on a quasiment que des néerlandaises. Chez les hommes, on a quasiment que des belges, même si c'est un petit peu moins marqué. Comment est-ce que on peut expliquer, comment est-ce que tu peux expliquer ça, Steve, le fait que ça soit très segmenté entre pays, que les femmes, c'est les néerlandaises, les hommes, c'est les belges? J'ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'élément de réponse, en tout cas que j'ai, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est que la taille, la géographie du pays fait que bah voilà, chez les Belges, on a facile à se retrouver tous ensemble et à faire des entraînements contrôlés et on a moins de fatigue. Et chez les Néerlandaises, c'est à peu près la même chose. Je parlais tout à l'heure du rendez-vous du mercredi où beaucoup peuvent se retrouver ensemble pour progresser. Et on sait que en tout cas, la confrontation tire tout le monde vers le haut. Donc, moi, j'aimerais pouvoir mettre ça en France. Et d'ailleurs, rien qu'au Cross Team Legendre, on a des coureurs qui habitent à Lille, on en a un autre qui habite à Lyon, on en a un autre qui habite du côté de Rennes. Donc, c'est sûr que si on veut se tirer vers le haut, il faut organiser un stage. On ne peut pas se retrouver comme ça le mercredi à se dire on va se retrouver à Reims. Ça fera trop de voitures, trop de déplacements. Donc, pour moi, du côté des féminines, voilà, des concurrentes comme Marianne Vos ont incité les filles à faire du vélo.
Ça, c'est une certitude. Donc, il y a, voilà, dans la masse, il y en a une, deux, trois, cinq qui sont bonnes. On arrive toujours à en trouver. Et chez les Belges, bah, voilà, il y a eu Sven Nys, il y a eu De Vlaminck, il y a eu Mario Declercq, il y a eu Bart Wellens, qui font qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui se mettent au cyclocross. Donc, voilà, la haute performance amène voilà, des jeunes à s'essayer à cette discipline. Et pour moi, c'est pas surprenant de voir les Néerlandaises et les Belges dominer la discipline. Si un jour on a Julien Lafilippe qui fait du cyclocross et qui devient champion du monde, il va y avoir encore plus de cadets. Et dans la masse, il y aura forcément des très bons coureurs qui deviendront les meilleurs mondiaux par la suite. Et c'est aussi un petit peu l'explication qui fait que c'est de plus en plus concentré autour de ces deux pays, Belgique, Pays-Bas, parce que la victoire de Tom Pidcock chez les hommes en Coupe du Monde, ça faisait pas mal d'années qu'on n'avait pas eu un coureur hors Belgique et Pays-Bas qui avait gagné en Coupe du Monde. Ouais, tout à fait. Après, la Grande-Bretagne, c'est un pays qui a pris le taureau par les cornes et qui a injecté du budget via sa fédération pour aller chercher les meilleures concurrentes et concurrents chez les jeunes et les amener au très haut niveau. Les Ben Turner, par exemple, voilà, ou tous ces coureurs qui font aujourd'hui le cyclisme britannique ont un gros coup de pouce de la part de leur propre fédération. Et un garçon comme Ben Tullet, voilà, qui a fait dans des très très grosses performances sur la route avec Ineos, vient du cyclocross et les Britanniques ont compris que le cyclocross pouvait être une excellente école de formation pour la route. Et certains resteront dans la discipline, d'autres vont partir sur la route. Mais ça, c'est une volonté politique de la fédération britannique. Leur territoire est assez vaste et c'est vrai que, un petit peu à l'image de la France, il faut des têtes de gondole, il faut des têtes d'affiche et Pidcock en fait partie. Ouais. Et on l'a vu aussi chez les juniors avec la victoire de Zoe Bachsted chez les femmes, ce qui fait que Thomas Pidcock n'était pas le premier Britannique champion du monde de cyclocross. Il avait été précédé par la fille de Magnus Bachsted, qui elle aussi cumule les disciplines, puisqu'elle avait été également sur piste, si je ne me trompe pas. C'est l'autre fille Bachsted, Elinor, qui fait beaucoup de pistes et qui est une poursuiteuse exceptionnelle. Mais les deux filles Bachsted ont des résultats exceptionnels, je me souviens. J'ai pas été voir beaucoup de cross ces 2 dernières années avec le Covid, mais il y a 2 ans, j'étais au Copenhague Cross et elle était encore cadette, mais elle courait avec les juniors femmes et elle avait écrasé la course, c'était impressionnant. Pour le coup, elle tient un peu du physique du papa, et donc quand on est chez les cadets, qu'on a un gabarit monumental, et encore chez les juniors, ça aide à être beaucoup dessus. Faudra voir comment ça va avancer par la suite, mais vu comment elle court déjà chez les jeunes, la petite Bachsted. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Geoffrey. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le développement physique et sur l'ADN, la génétique, comme on dit. Pour l'instant, c'est vrai que elle court avec des filles leur cuisse, c'est leur avant-bras. Donc, en termes de musculature, donc, faudra voir dans les prochaines années comment ça se passe. Ouais. Parce que c'est sûr, elle fait un peu de route, mais on va pas en faire une pure grimpeuse de la Zoe Bachsted. C'est pas forcément le morphotype, mais écoutez, on verra ça dans les années à venir, le développement de Zoe Bachsted et du cyclisme britannique en cyclocross. On va continuer ce podcast avec un point bien évidemment sur le cyclocross français. On a eu, pour finir quand même sur le championnat du monde, une super course de Clément Venturini, 5e. C'est la première fois depuis Francis Mouret, 4e en 2011, qu'on a une telle performance d'un Français en championnat du monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise pour Clément Venturini de le voir finir à cette place-là sur le mondial ? Une surprise, non. Après, c'est une très très grosse performance parce qu'effectivement, il nous a pas montré ces dernières sorties qu'il avait le truc physique cette année et surtout technique pour aller chercher un top 5 au championnat du monde. Après, le talent, il est là. Le potentiel est là. Il a été champion du monde chez les juniors. Donc, voilà, quand on s'appelle Clément Venturini et qu'on revient à fond dans la discipline et qu'on décide de faire ce genre d'épreuve, c'est forcément et ce genre de performance, c'est forcément qu'on a quelque chose en plus des autres. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de surprise. Après, il fallait le faire. Il fallait battre Toon Aerts, par exemple. Il fallait battre Lorenz Wick. Et pour moi, c'est pas une performance ultra surprenante. Mais pour ceux qui ne suivent pas forcément le cyclocross, voilà, c'est un truc de fou. Alors que non, s'il faisait du cyclocross toute l'année, il aurait même pu aller chercher une médaille mondiale. Et justement, Clément Venturini disait qu'il voulait refaire un petit peu plus de cyclocross cette saison parce qu'il sentait que ça lui avait manqué ces dernières années. À quel point ça va l'aider sur route,
puisque c'est sa discipline principale, c'est là où son employeur le paye en principe, principalement. Oui, effectivement. Bah, alors, moi, je suis pareil, je suis pas très objectif parce que je pense que pour moi, le cyclocross, c'est la meilleure préparation à la route. Je veux dire, il faut pas avoir fait Saint-Cyr pour voir que ceux qui font du cross durant l'hiver, ils arrivent sur route, ils sont performants. Ils ont travaillé le punch tout l'hiver, ils ont travaillé la capacité de résistance, le lactique, comme on dit, la PMA également. Hein. Bon, je suis pas entraîneur, je suis pas scientifique, mais moi, je regarde de mes yeux, je regarde les classements, j'ai un œil d'observateur. Le cyclocross, même pour un pur routier, c'est la meilleure des préparations. Il y a cet esprit de compétition, on sait guider un vélo. D'ailleurs, on voit rarement un cyclocrossman se péter la gueule sur la route et avoir une clavette dans le sac et puis être à l'arrêt pendant 3 mois. Et je pense que pour Clément, il a perdu de son punch. Il a perdu de son punch. C'était un coureur ultra rapide au sprint, toujours là dans les 3, 4, 5 premiers. Et c'est vrai qu'en laissant tomber un petit peu le cyclocross, il le travaillait de manière peut-être plus scientifique sur la route durant l'hiver et il ne s'y retrouve pas. Pour moi, il a pas progressé peut-être comme il devait progresser sur la route. Et je pense que c'est une très très bonne chose qu'il ait eu ce recul de se dire, ok, le cyclocross m'a apporté beaucoup en termes de giclette, comme on dit, et forcément pour moi, il a l'intelligence de demander à son équipe de pouvoir refaire du cyclocross pour arriver sur la route et être performant. Van der Poel, Van Aert, tous ces coureurs, quand ils sont sur la route, ils ont ce punch, cette qualité que beaucoup de routiers n'ont plus parce qu'ils se dieselisent tout simplement. Et en cyclocross, on ne peut pas être diesel. C'est impossible. C'est impossible. Et au final, cette 5e place sur le mondial, c'est une belle preuve envers la direction d'AG2R Citroën que ça vaut le coup pour Clément Venturini de faire du cyclocross. Ça paye par les résultats. Oui, exactement. C'est vrai que moi, j'ai été chez AG2R. C'est vrai que le cyclocross, pour eux, c'est une discipline malheureusement qui leur coûte de l'argent. Il faut déplacer du monde, faut commander du matériel. Donc, c'est plus une épine dans le pied, un petit caillou dans la chaussure que quelque chose de positif. Mais je pense que Vincent et toute son équipe se sont rendus compte que pour le bien-être de la personne, mais aussi pour la préparation physique, ça valait le coup d'investir un petit peu. Et d'ailleurs, je remercie la formation AG2R Citroën de ne pas être figé sur sa position et de dire vous nous faites chier avec votre cyclocross, quoi. Marc Madiot l'a également quitté pendant quelques années. Là, il revient sur le devant de la scène avec un garçon comme Romain Grégoire, comme Eddy Le Bitouz. Il investit du temps, de l'argent pour leur permettre de faire du cyclocross. Donc, merci aux équipes françaises d'avoir un œil un petit peu, un œil observateur. Bon, après, je vais passer pour un vieux con en disant ça, mais les gars, il faut ouvrir les yeux depuis un moment. Hein. Ça fait 5 ans que je le dis, mais bon, quand je le disais, Chenel, c'est un charlot. Donc aujourd'hui, ils y reviennent tous. C'est bizarre. Et moi, je rajouterais à ça le mot, j'insisterai sur le mot investissement qui est dit Steve, parce qu'effectivement, aller dans le cyclocross, et je prêchais aussi un petit peu pour la piste, oui, ça coûte du pognon. Mais franchement, un Mathieu Van Der Poel, un Wout van Aert, s'il n'avait pas fait du cyclocross tous les hivers, est-ce que tu crois qu'il aurait ce niveau-là? Un Filippo Ganna, tu lui retires la poursuite qu'il fait tous les ans en permanence. Est-ce que tu crois qu'il aurait ce niveau-là? Est-ce qu'il aurait su aider Egan Bernal autant qu'il l'a aidé pendant les 3 semaines sur le Giro à le tracter dans la plaine en permanence? Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Geoffrey. Moi, je prêche pour ma paroisse avec le cyclocross. Mais pour moi, effectivement, la piste, c'est une excellente école. On le voit et tu le dis, tu l'as très bien cité avec un garçon comme Filippo Ganna. Mais moi, je pense qu'un garçon comme Benjamin Thomas, par exemple, qui a été champion de France du cyclocross, de contre-la-montre, pardon, a besoin de la piste pour travailler, pour aller chercher ce coup de pédale. Et effectivement, je confirme et je pense aussi que Van Der Poel et Van Aert ne seraient pas Van Der Poel et Van Aert sur la route sans cyclocross. Et par le passé, un garçon comme Zdenek Štibar continue à faire du cyclocross, avait un meilleur niveau sur la route qu'il n'a maintenant que depuis qu'il a arrêté le cyclocross. Tout est complémentaire en quelque sorte. C'est pas le cyclocross contre la route, contre la piste. Exactement. C'est tout un ensemble qui se lie et chaque discipline permet de gagner sur les autres, entre guillemets. Exactement, non, mais il faut quand même s'imaginer que aujourd'hui les saisons route sont quand même de plus en plus longues. Elles démarrent là depuis quasiment, on va dire la fin du mois de janvier. Elles vont se finir quasiment à la fin du mois d'octobre. Donc après, il y a seulement 2 mois où les coureurs peuvent se reposer. Mais on sait très bien qu'un coureur sur route ne court pas non plus 10 mois de l'année. Et l'hiver, il a besoin de faire d'autres sports. Aujourd'hui, quand on parle de bien-être du sportif,
On le voit, il y a beaucoup de sportifs qui s'essayent à la course à pied durant l'hiver. Je crois que c'est Adam Yates qui a fait un semi-marathon, c'est Tom Dumoulin, c'est d'autres coureurs, c'est David Gaudu qui a fait du trail. On a besoin de cette pluridisciplinarité pour arriver sur la route et avoir les crocs et avoir découvert autre chose. Et pour moi, le cyclocross, c'est quelque chose qui est top du top. Alors, on n'est pas obligé de le faire à très haut niveau. Moi, je pense à des garçons comme Anthony Delaplace, par exemple, Maxime Bouet, c'est des coureurs qui se servent du cyclocross à un niveau régional pour arriver sur la route et avoir travaillé ce punch, ce coup de pédale, voilà, le gainage, la course à pied, et ainsi arriver en étant performant et pas en ayant fait 17 stages pendant l'hiver où tu accumules les kilomètres comme un con et où finalement tu prends pas plaisir, quoi. C'est une façon de faire différente et chaque coureur va réagir forcément différent, mais en effet, le cyclocross, ça peut apporter tout ça. Sur le mondial, chez les hommes élite, en tout cas, on avait un deuxième français, en l'occurrence Joshua Dubot, champion de France pour la première fois de sa carrière. C'est quoi? C'est la révélation, la grande progression pour lui? Alors pour moi, non, c'est pas une surprise non plus. Joshua a très très bien progressé cette année. Il progresse d'année en année. Il fait partie de ces coureurs de 25 ans qui ont pris conscience que le haut niveau, ça demandait du travail. Depuis qu'il est chez les jeunes, voilà, il est très très bien drivé par son papa et par tout un entourage autour du VTT qui fait qu'il franchit étape par étape. Voilà, et il a déjà terminé 2 fois deuxième d'un championnat de France. C'est un cours qui manquait de régularité, certainement. Et cette année, il a été chercher la Coupe de France, il a été chercher le maillot de champion de France. Pour moi, c'est le Français de l'hiver, sans aucun problème. Sans sa chute, je pense même qu'il aurait pu réaliser la petite surprise d'aller chercher ce top 5 sur les championnats du monde de Fayetteville. Moi, je ne suis pas surpris par sa réussite. C'est un coureur très talentueux qui a compris qu'avec le travail, on pourra arriver à beaucoup de choses. Il a ce bagage technique aussi extraordinaire. Donc, voilà, je lui souhaite de revenir dans les années prochaines sur le championnat du monde et pourquoi pas aller chercher une médaille. En tout cas, il a le talent pour ça. Et la saison prochaine, on peut le voir un petit peu plus du côté du Benelux ou sur des manches de Coupe du Monde, du Super Prestige, etc. Où ça vaut le coup encore de rester sur des manches françaises. Bah, après, Joshua, contrairement aux coureurs belges et contrairement peut-être à Van Aert, Van Der Poel ou Venturini, voilà, lui, sa spécialité durant l'été, c'est le VTT. Et on sait que le VTT demande aussi beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de déplacements, donc beaucoup de fatigue. Et c'est vrai que Joshua a pris le parti de ne pas faire beaucoup de déplacements cet hiver, de rester sur un programme et un planning français. C'est peut-être ce qui lui manque aussi, justement, pour aller chercher les Lawrence Wick, voilà, les Jens Adams de manière plus régulière. Mais voilà, je suis persuadé que lorsqu'il en sentira le besoin pour progresser, il fera des allers-retours en Belgique. Il fera peut-être un programme de route adapté aussi, parce que la route, malgré tout, ça te donne du volume, de la caisse, de la puissance, comme on dit. Donc voilà, c'est un coureur qui a encore une belle marge de progression. Ouais. Après, chez les femmes, là pour le coup, on peut dire peut-être c'est plus la génération qui arrive petit à petit. On a plusieurs Françaises qui restent jeunes. Hélène Clauzel, 9e de la Coupe du Monde et 8e du Mondial pour sa deuxième saison en élite en cyclocross. On a Lynn Burquier, championne de France élite à 18 ans seulement. Amandine Fouquenet, également dans le top 5 du Mondial Espoir, elle a 20 ans seulement. Là, c'est surtout chez les femmes la génération qui arrive qui petit à petit monte et va peut-être commencer à jouer les premiers rôles. Oui, non, mais la nouvelle génération, un petit peu à l'instar des Néerlandaises, comme on l'a dit au niveau international, voilà, les Lynn Burquier, les Amandine Fouquenet et tant d'autres. Hein, je pense à la petite Onesti, à Claudia Onesti, honnêtement, qui elle aussi progresse d'année en année. Maintenant, j'espère juste, c'est vraiment l'une de mes grosses interrogations, est-ce qu'elles vont continuer à être des cyclocross women à part entière? On sait qu'Amandine Fouquenet, au sein de chez Arkea, voilà, est arrivée un petit peu sur le tard pour la saison parce elle a aussi besoin de gagner sa croûte, donc elle est dans une équipe route. Une fille comme Lynn Burquier, on sait qu'elle a cette ambition de fonctionner et de marcher en VTT. Olivia Onesti a signé chez 777, mais on sait aussi que voilà, chez Stars Casino, pardon, a l'ambition de fonctionner et de marcher en VTT. Pour moi, la seule aujourd'hui qui est une cyclocross woman à part entière, c'est Hélène Clauzel. Parce qu'au sein de chez Icebike, on va la laisser tranquille peut-être cet été, on va lui accorder une belle période de repos. C'est sûr que si Lynn Burquier ou Amandine Fouquenet étaient néerlandaises, la question ne se poserait pas. Donc j'espère de tout cœur qu'elles ne vont pas délaisser la discipline. Et elles peuvent aller jusqu'où à fonctionner un petit peu comme ça?
Pour l'instant, je pense elles resteront à un cran derrière les Puck Peters et les Van Empel si elles ne se décident pas à faire du cyclocross leur priorité. Aujourd'hui, on sait qu'il faut être à 110% sur un rendez-vous international pour aller chercher la victoire. On ne peut pas être juste à 100%. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir de la fraîcheur mentale, physique, que si tu fais trop de route ou trop de VTT, tu la perds un petit peu durant l'hiver. Mais c'est rien d'irrémédiable, ça dépend des choix de carrière Exactement. en quelque sorte. Non, rien d'irrémédiable, évidemment. Après, j'ai fait partie de ceux qui pensent il faut leur expliquer les choses et malheureusement, elles devront faire un choix. Marianne Vos a fait le choix de faire beaucoup moins de cyclocross parce que justement, comme l'a dit Geoffrey tout à l'heure, il y a cette saison route. Amandine Fouquenet peut devenir pourquoi pas une Marianne Vos, mais pour ça, ça demande de cibler beaucoup plus et effectivement de revenir sur le tard, de laisser le début de saison et idem pour Lynn Burquier par exemple. Donc voilà, aujourd'hui le cyclocross de très haut niveau, je pense qu'il faut être cyclocrossman à part entière. On peut pas, à part s'appeler Van Aert, on peut pas arriver et péter tout le monde. Même Pidcock, il est arrivé très tard sur la saison, donc voilà, il n'y a pas le choix que de faire des choix, justement. Geoffrey? Par rapport à ces choix qui sont à faire, oui, un mec comme Pidcock, le tracé aurait été différent, ça aurait été un tracé un peu plus belge, si ça a un sens de dire ça. Peut-être qu'il n'aurait pas été champion du monde. Pour les choix que les jeunes auront à faire, après, bon, Lynn Burquier, si elle fait un peu moins de cyclocross l'hiver, mais qu'elle devient championne du monde de VTT, on va pas lui en vouloir non plus. On a une bonne génération qui arrive sur le VTT. Est-ce qu'il peut y avoir un équilibre qui pourrait se retrouver à être obtenu? Pauline Ferrand-Prévot, avant qu'elle ait ses ennuis de santé, elle réussissait à trouver un équilibre très haut niveau, elle, entre 3 disciplines, ce qui est absolument hallucinant. Avec 2, ça peut être faisable. On voit que certaines réussissent à le faire. On voit que pour certaines, c'est un peu plus difficile de le faire dans le temps pour la saison de cyclocross. Une Catablancavas qui fait beaucoup de VTT à côté, par exemple, pourrait peut-être être un peu plus proche des autres jeunes néerlandaises, s'il y avait eu plus de cyclocross, mais ça se comprend qu'il y ait des objectifs qui sont différents. Tout à fait. Si on vient pas des Pays-Bas ou de la Belgique, de toute façon, on peut pas, un cycliste ou une cycliste ne peut pas gagner sa vie de septembre à février. Donc, c'est bien beau d'aimer le cyclocross. Malheureusement, c'est compliqué d'en vivre. Après, moi, juste, je pense qu'il faut quand même rappeler une fille comme Hélène Clausel qui a décidé et pris le parti de faire toutes les Coupes du Monde, d'aller chercher une 9e place au classement général et d'aller chercher une belle 8e place au championnat du monde. Je pense qu'il faut regarder un petit peu ce qu'elle a réalisé et faire le compte général des prize money qu'elle a remporté grâce aux Coupes du Monde, parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que les prize money sont les mêmes chez les filles que chez les hommes. Et je pense qu'Hélène Clausel, le week-end prochain, quand elle fera le compte et qu'elle regardera son compte en banque, je pense qu'elle a quand même bien gagné sa vie. Et tant mieux pour elle, c'est mérité. Et je pense que ça peut inciter peut-être certaines filles à se dire, bah merde, il y a quand même ça, il y a 5 000 € à la gagne. Il y a beaucoup de concurrentes qui ne sont pas là tout l'hiver. Et mais je suis assez d'accord avec toi, Geoffrey. Céline Burquier, demain, est championne du monde de VTT et va nous chercher une médaille olympique à Paris 2024. Évidemment qu'il faut qu'elle laisse le cyclocross de côté, même si, encore une fois, je prêche pour ma paroisse et je souhaite la voir beaucoup plus l'hiver. Bon, en tout cas, pour le cyclocross français dans son ensemble, hommes et femmes, il y a de l'espoir dans les années à venir, ça c'est sûr. Oui, c'est certain. Même un coureur comme le petit Lequet, qui va terminer 4e de ce mondial junior. Voilà, chez les espoirs, c'est vrai qu'on a pour moi des coureurs qui sont capables d'aller chercher des bons accessis. Mais l'avenir est beau, mais il faut quand même bien construire. Il faut faire de belles fondations. Il faut leur expliquer comment ça fonctionne. Et surtout, voilà, il faut essayer de leur inculquer les valeurs du cyclocross et qu'ils n'aient pas les yeux pleins d'étoiles parce qu'ils voient Van Der Poel et Van Aert ou Bernal ou Pogacar et qu'ils aient forcément envie de faire que de la route, quoi. La pluridisciplinarité, pour moi, aujourd'hui, elle est essentielle. Eh ben, on verra ça, et puis peut-être que le prochain Français champion du monde, il sera dans ton équipe, le Cross Team Legendre, Steve. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Bah, écoute, c'est notre objectif à nous, effectivement, c'est d'aller chercher un titre mondial. Et ce serait bien que ce soit avec un Français, évidemment, hein, mais voilà, pour ça, il faut beaucoup de travail, il faut de la rigueur et comprendre que le cyclocross, on ne peut pas y arriver comme ça du jour au lendemain. Ouais.
Eh bien, on verra ça dans les années à venir. Voilà, avec tout ça, on a fait le panorama de la saison chez les hommes, chez les dames, ce qui s'est passé aussi pour les Français avec les espoirs donc qui arrivent pour les saisons à venir du côté des crossmen et des crosswomen français. Geoffrey et Steve, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast aujourd'hui, pour débriefer la saison de cyclocross. Ben, merci à toi, mais puis Geoffrey, on se voit à Spergaver alors. Hein. Comme il n'y a pas encore de spectateurs en Belgique, ça va être compliqué. Te lever d'ici là, non? J'espère. Hein, je pourrais y aller en plus. Je pourrais y aller à cela. Donc, Vous avez raison de préciser que la saison de cyclocross n'est pas encore tout à fait finie. Hein. Et non. Je m'étais un petit peu avancé au début de ce podcast, mais il reste quelques cyclocross. Donc, de toute façon, en Belgique, c'est pas compliqué. Les cyclocross, ils s'arrêtent au moment où il y a le Newsblad qui a lieu. Donc, Ils veulent pas de repos là-bas. Ils veulent enchaîner les compétitions. La télé ne veut pas de repos. Donc, effectivement, le week-end de Hedvold, Kurn, il y aura le dernier week-end de cyclocross. Ouais. eh ben, très bien, on suivra ça, donc les dernières dernières courses de cyclocross de cette saison. Voilà, donc ce podcast Le Chasse-Patate va toucher à sa fin. Steve, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui pour ce podcast spécial cyclocross. Et petit bonus, on a sorti ces derniers jours le guide de la saison sur route. On l'a partagé sur les différents réseaux sociaux. On vous mettra le lien dans la vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller consulter ça pour être bien au fait pour les courses qui arrivent sur route, bien évidemment. Et pour le prochain podcast Chasse-Patate, on va vous donner rendez-vous d'ici 2 semaines. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt dans Chasse-Patate. Ciao, bye bye.